T'inquiète. Hello, hello. Tu disais quoi sur Bilal, Nassim? Il allait chez le coiffeur Voilà, pour le live. je te dis, il s'est rasé pour le live. Là, il a fait le petit C'est bien. dégradé. Montre, Il a fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, Bilal. Rebesoin. Envoyez un like Bien sûr. si vous aimez bien la nouvelle coupe du Bilal. Dégradé. Il pourra voter ou est-ce qu'il s'est fait couper pour 8 euros 8 euros. Zéro like. Ils vous font une coupe. C'est Ils vont fini faire- cette époque. C'est fini cette époque. Il va chez un mec, c'est 8 euros, un cheese naan. Une coupe, un cheese naan pour 8 euros. Non, ça y est, Dernier frérot. bail. Du coup, on est bien en live, Mehdi, tu confirmes? Je confirme, ouais. Trop bien. Bah, hello tout le monde. Ça fait grave plaisir d'être de retour avec vous. Vous avez vu nos têtes à plusieurs reprises cette semaine. Promis, ça devrait se calmer dans les semaines à venir. Du coup, désolé. toujours la même équipe, Mehdi, Nassim, et on a un invité de marque aujourd'hui, et pas des moindres. Donc déjà, peut-être avant d'introduire Nabil, comment ça va l'équipe? Écoute, ça va super bien. Je vois que Nassim, il bronze bien. Frère, de live en live, le temps, il est là. Arrête. Il est parti aussi. J'avoue que le Nassim, il a toutes les couleurs, quoi. Non, les gars, non, j'ai un secret, c'est les UV à Suresnes. J'ai un code promo si vous voulez pour les UV. Vas-y, on reparlera de ça juste après. Mais du coup, pour le live numéro 8, très nul. on va la couper. Elle ne fera pas partie des highlights, frérot. On va la couper au montage. Est-ce qu'on peut parler du bronzage de Nabil aussi sur la photo du live, les gars? Parce que c'était la belle époque. J'étais un peu jaloux. C'était la belle époque. T'étais où? C'était la côte amalfitaine, ça, non? Beau gosse. Il sait même plus il était où. Mais du coup, sans plus attendre, donc le live numéro 8 avec un invité de marque et pas n'importe lequel, comme je le disais, donc Nabil Hadjadj, un très bon pote. Et du coup, c'est un invité particulier pour nous. Et on va pouvoir parler un peu des écoles d'ingénieurs et de son parcours plus généralement. Et peut-être, Nabil, pour commencer, la petite anecdote où est-ce qu'on s'est rencontrés. Du coup, on parlait de bronzage, c'était justement à l'époque où on était dans un pays où il faisait bon vivre et il faisait beau. On s'est croisés en gros dans un cabinet de conseil, McKinsey, où on travaillait tous à l'époque et on était à Casablanca. Nabil est venu nous rendre visite. On ne le connaissait pas à l'époque, mais le fit est tout de suite passé et on est devenus depuis très très bons potes et on sait qu'il aura beaucoup de choses à partager. Sur les écoles d'ingénieurs et on espère que ça va aider le plus grand monde. Donc sans plus attendre, merci beaucoup Nabil pour ta présence. Et peut-être du coup on va commencer avec et comme d'habitude n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le live. On veut que ce soit le plus interactif possible. Et du coup on va débuter sans plus attendre. Donc Nabil, si tu peux nous parler un peu de ton parcours en quelques lignes, les moments un peu charnières et qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok. Du coup, peut-être sur ce que je fais actuellement, donc je suis toujours dans le même cabinet de conseil, là où on s'est connus, Nassim y est toujours. Donc, voilà, moi, je dépends du bureau de Paris. À l'époque, vous étiez bureau de Casa, c'est comme ça qu'on s'était connus. J'ai même essayé de me souvenir du moment exact où on s'est vraiment connus, mais c'est juste en fait le tournoi de FIFA, où certains ont performé plus que d'autres, on va dire. Je crois que dans l'oreillette, on me demande qui a gagné. C'était en effet, c'était moi. Merci les gars. Merci. Arrête de. Merci les gars. Tu mens en J'avais pris Liverpool, je me rappelle que des triplettes de Sadio Mané. Arrête. C'était FIFA 18, c'était FIFA 16, il n'y avait même pas Sadio Mané, je crois. C'est vrai qu'il y avait un problème de manette pour mes. J'avais une Play 2. FIFA 15 Play 2 en 2019. N'importe quoi. De ouf. La belle dédicace à toute l'équipe d'ailleurs, vous nous manquez. Ouais. Gros tournoi du cabinet quand même. Du coup, en fait, en rétrospective, cette année-là, donc moi j'ai grandi une grande partie de ma vie à Reims. Je fais ma prépa à Reims aussi. Ensuite, j'ai intégré l'école centrale Paris. Et après ça, du coup, j'ai fait un double diplôme avec l'université de Cambridge. Et en sortie de ça, donc j'ai fait mon stage en cabinet de conseil, le même dans lequel je suis actuellement. Ensuite, j'ai fait un stage à l'INSEF à Londres et après, je suis revenu dans le cabinet de conseil où on s'est connus. Donc voilà. Et avec ça, un petit passage aussi en ZEP à Orléans.
et aussi quelques années en banlieue parisienne. Donc, voilà. Donc, un parcours, comme vous pouvez le constater, très, très mouvementé. Carré. Et plein d'excellence. Non, parce que Nabil, il lâche des mots-clés Central Paris et compagnie comme si c'était rien. Mais c'est pas des langues. Oui, grave. Et du coup, peut-être Nabil, pour enchaîner. Donc déjà, félicitations pour ton parcours. Franchement, il est impressionnant et moi, c'est un plaisir d'avoir pu rencontrer des gens comme toi. Et tu sais, voilà, que un peu le thème de nos lives autour de la Grinta, la persévérance. Donc peut-être, si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a permis de surmonter un peu, d'atteindre ces objectifs et de surmonter les obstacles, et d'où vient un peu ta Grinta globalement. Ok. Du coup, Grinta, c'est bien l'envie de. Enfin, c'est ce qui nous donne la rage d'aller plus loin, c'est ça? C'est la niaque, mon pote. C'est la niaque. Non, écoutez, pour moi, je pense en vrai, peut-être 3 choses. Il y a en vrai, il y a quand même le côté parent, quoi. Enfin, je pense que ça joue beaucoup, parce que quand on est petit, on n'est pas assez mature pour comprendre ce qui se passe autour de soi. Mais moi, j'ai eu pas mal je dirais, de pression positive d'encadrement côté parents pour dire que pour réussir dans la vie, l'éducation, ça joue un rôle important aussi en termes d'ascenseur social. Donc petite culture de l'excellence, en tout cas, côté parents. Je pense qu'il y a aussi un côté un peu social, pour être tout à fait franc. On va dire qu'à l'époque, on roulait pas non plus sur l'or, donc il y a quand même une petite rage pour s'en sortir et essayer de performer un peu plus, quoi. Et après, je dirais, il y a peut-être un point aussi côté contexte particulier. Enfin, moi, je suis pas né en France à la base. Du coup, on a immigré avec mes parents. Moi, j'avais 3 ans. Et du coup, il y a toujours un peu le côté de, faire ça, prendre place, montrer qu'on contribue aussi au pays, bien s'intégrer. Et du coup, ça, je pense, que ça donne un peu la niaque, quoi. Pourquoi tu es où d'ailleurs, Nabil? Ah ouais, non, oui. Bah écoutez, moi, je suis né en Algérie. 1, 2, 3. Le drapeau, il est là. Algérien de base. Et du coup, ma mère est d'origine marocaine et mon père d'origine algérienne. Donc voilà. Et donc, grandi en France une grande partie de ma vie. Et voilà. Après, juste côté Grinta, je pense qu'il faut aussi relativiser en toute humilité, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui partent de beaucoup plus loin, qui ont. Au final, mon contexte est assez favorable comparé à plein d'autres personnes, quoi. Il y a des gens qui partent de beaucoup plus bas, qui vont beaucoup plus loin. Donc, je pense que tout le mérite leur revient comparé à moi, quoi. Et on te décerne la palme de l'humilité, comme d'habitude. Trop cool. Merci beaucoup, Nabil. Et peut-être qu'on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et si tu peux nous décrire un peu donc les études d'ingénieur et un peu les débouchés sur lesquels ça peut emmener. Ok. Peut-être pour vous, c'est quoi un ingénieur? Juste comme ça, on a la perspective de l'école de commerce, quoi. C'est un gars qui n'aime pas le bullshit. Moi j'ai en tête tu vois l'image d'un gars qui a des lunettes, qui n'est pas bronzé. Du coup, je sais que tu as un peu déjà démystifié ça avec ton image du live. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Non, mais peut-être. Moi, je pense que peut-être un ingénieur, pour moi aussi, malheureusement, c'est souvent un garçon. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'espère à l'avenir, ça va changer. Mais je pense que je me rappelle vraiment de toujours mes potes en école d'ingé qui me disaient, où il y avait une majorité de garçons. Et je pense qu'un petit message particulier dans le cadre de ce live, de dire qu'on aimerait aussi encourager aussi plus de filles à postuler aux écoles d'ingénieurs et à entreprendre ce genre d'études. Et c'est pas parce qu'on est une fille que les maths, c'est pas fait pour les garçons. Et juste rappeler un petit mot là-dessus, quoi. Alors, je pense, Nassim a entièrement raison. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais à Centrale, il y avait 20% de filles. Et c'est à peu près ce niveau-là dans les top 3, entre 20 et 30%, quoi. Ce qui est complètement différent par rapport aux écoles de commerce, j'imagine. Et c'est un peu dommage dans les faits, parce qu'il ne devrait pas y avoir ni de ségrégation. Et je pense qu'il y a aussi un côté, c'est à la fois le système éducatif, mais je pense que ça va aussi plus profond en termes de culture et de conception qu'on se fait aussi des boulots pour les hommes et pour les femmes. Donc, je pense qu'il faut casser un peu ces clivages-là. Et pour revenir un peu sur ce qu'est un ingénieur, j'ai pas de définition. Je pense que le point qu'il faut
peut-être 2 points qu'il faut retenir, c'est que, ce qu'on voit généralement un peu quand on regarde les définitions, la façon dont on l'explique, c'est que c'est quelqu'un qui utilise un peu les sciences et la technique pour résoudre des problèmes complexes. Et ceci dit, au final, ça reste assez large. Quand on regarde un peu les débouchés des écoles de commerce, les spécialisations, ça va je dirais du génie industriel, santé, environnement, informatique, finance. Franchement, il y a tout un ensemble de choses. Et peut-être une des choses les plus symptomatiques là-dessus pour illustrer ce qu'est vraiment un ingénieur, c'est quand on regarde un peu les alumni des grandes écoles. Vas-y, fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Vas-y, je les enchaîne. Non, mais ça va Valéry Giscard d'Estaing, qui était ancien président de la République, à Félix, à Armand Peugeot, qui a fondé Peugeot, à André Michelin, qui a fondé Michelin, à Louis Blériot, qui est un très grand aviateur français, à Boris Vian, qui est un poète, à Augustin Louis Cauchy, qui est aussi un mathématicien très, très connu. Donc, au final, c'est très, très varié, et c'est aussi ce qui fait la beauté aussi de ces écoles-là, c'est que ça ouvre un ensemble de possibilités qui est quand même assez large, en tout cas en France. J'espère avoir répondu un peu clairement à cette question qui n'est pas la plus simple. Peut-être juste un petit mot là-dessus. Moi, historiquement, je me rappelle, vous vous rappelez, j'ai découvert les études supérieures parce que j'ai tapé comment devenir riche et ensuite on m'a dit fallait devenir trader et du coup j'ai tapé comment devenir un trader. Et je me rappelle que les écoles d'ingé, c'est quelque chose qui ouvre quand même, je pense, un peu plus de portes que les écoles de commerce parce que ce que vous faites, nous, on ne peut pas forcément le faire, mais ce que nous, on fait en école de commerce, vous pouvez le faire. Et notamment la finance. Enfin, quand tu vas atteindre le métier, les études qui ouvrent le plus de portes en finance, c'est notamment les écoles d'ingénieurs. Et je pense que quelqu'un qui peut être dans l'hésitation, comme ça peut se passer parfois entre l'école de commerce et l'école d'ingé, une bonne école d'ingénieur, dans le doute, ça vous ouvrira plus de portes qu'une bonne école de commerce. Mais je pense que voilà, on est 3 profils école de commerce, 1 profil école d'ingé, et je pense que parfois il faut rendre à César ce qui appartient à César. Neuf en tout cas. 9 venant de Nassim quand même. Non, faut reconnaître. Et je pense justement par rapport à ce que tu disais, Nassim, sur la sous-représentation des femmes, je pense que tu as aussi des idées reçues, des gens qui associent, tu vois, les écoles d'ingénieurs à des métiers très précis en usine, par exemple, ou des métiers très orientés ingénierie. Et justement, là, ce que tu dis, Nabil, et ton parcours le prouve, c'est qu'en fait, tu te fermes aucune porte. Et c'est la voie royale, et tu as encore accès à tout. Et ce qui est impressionnant, c'est que de nos jours, tous les métiers incorporent de plus en plus de technologie. Et ce qui sous-tend la technologie, in fine, c'est beaucoup de mathématiques. Et les meilleures formations en mathématiques, ça reste les écoles d'ingé. Donc, je pense que c'est un message important à transmettre à l'audience là-dessus. Après, un point important que tu as dit, Nassim, aussi, c'est qu'il faut savoir aussi après ce qu'on aimerait faire. Si on a des doutes, je pense que c'est important en effet d'aller dans les voies qui nous offrent le plus d'options. Mais si maintenant tu veux faire du marketing, tu vois, je sais pas si faire une école d'ingé, c'est le meilleur choix, quoi. Donc c'est aussi, il faut avoir cette conscience-là de ce que tu veux faire après et choisir en fonction, quoi. Après, moi, dans mon cas personnel, on reviendra peut-être là-dessus, mais parce que quoi qu'il arrive, quand tu fais le choix, c'est à l'âge de 18 ans quand tu as le bac, quoi. Moi, je me souviens, j'étais pas non plus super clair sur ce que je voulais faire. Moi, j'ai plutôt fait le choix par rapport à me laisser le plus d'opportunités, tu vois, ouvertes, et en connaissant aussi, tu vois, le fait que j'avais un certain goût, du coup, plutôt plus pour les sciences que pour d'autres types de matières, et en particulier au sein des sciences sur la maths et physique, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui a fait que je m'oriente là-dessus. Après, je pense peut-être on aura l'occasion d'en discuter aussi, mais c'est pas non plus un choix anodin dans le sens où école de commerce, école d'ingé, surtout avec le système en France, je pense que ça ouvre des portes qui est difficile un peu d'ouvrir avec d'autres tracks aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut maturer. C'est pas une réflexion anodine en se disant je prends n'importe quoi et ensuite pivoterai sur n'importe quel métier. En France, ça marche moins que dans les pays anglo-saxons sur cet aspect-là. Et Bilal, dis-moi si on va adresser la question un peu plus tard, mais
Un point aussi que je voulais souligner sur les écoles d'ingénieurs, c'est qu'apparemment, c'est hyper valorisé même à l'étranger, donc pas qu'en France. Je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs français dans la Silicon Valley. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce point-là? Et Bilal, encore une fois, si ce n'est pas le bon moment, tu me dis. Non, on peut l'aborder maintenant. Et peut-être pour généraliser, Nabil, si tu peux nous décrire avant ça le paysage des écoles d'ingénieurs. Est-ce qu'il y a des spécialisations par type d'école? C'est quoi le classement global? Et ensuite, peut-être couvrir la question de Mehdi sur la valorisation des écoles d'ingénieurs à l'étranger. Ok. Du coup, un peu sur le paysage global, il y a un peu deux types d'écoles d'ingé. Il y en a beaucoup qui sont très généralistes, dans le sens où la spécialisation se fait plutôt à l'intérieur de l'école, en troisième année. Il y en a d'autres qui sont par nature un peu plus spécialisées. Je pense à des choses type Supaéro, qui est très orienté côté aéronautique. Il y a Et par exemple, l'école télécom, est-ce que c'est un héritage historique ou c'est vraiment spécialisé dans les télécoms? Télécom, c'est un secteur un peu particulier. Après, je ne l'ai pas fait, donc je vais vous dire ma vision. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la réalité, mais ils ont un peu une dominante télécom dans le sens où si on veut pousser les télécoms, ils sont très pointus là-dessus. Et si on veut faire ensuite d'une autre école d'ingé, faire une spécialisation en télécom, on s'orientera plutôt à faire soit un diplôme ou un track avec Télécom Paris, par exemple. Après, ils sont aussi pas mal généralistes. Donc, il y a possibilité de faire plein de choses aussi chez Télécom. Donc, je pense qu'il y a un statut un peu hybride là-dessus. Après, quand on parlera par exemple des mines de Paris, il y a un côté très historique où c'était vraiment des ingénieurs des mines, ou pareil, Pont et Chaussée, c'était vraiment des ingénieurs des ponts. Là, maintenant, c'est devenu tellement généraliste que, techniquement, on rentre en pont et chaussée, on rentre dans les mines, on peut littéralement tout faire, quoi. Donc, ils ont perdu un peu ce côté-là, mais ça évolue avec les besoins du marché. C'est plus un nom honorifique qu'une spécialisation en tant que telle. Donc voilà. Donc, il y a un peu ces deux types d'écoles. Après, quand on regarde un peu les classements, globalement, c'est des sujets toujours un peu sensibles, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te sortir un classement dans lequel il est premier, tu vois. Mais, tu veux dire comme Mehdi avec le SCP? Exactement. Moi, j'avais rien dit, les gars. C'est vous qui avez dit que le SCP était la première école, les gars. Mais lui, il nous disait ça au niveau monde, tu vois. Il disait SCP, ensuite Harvard. Ce qui sur papier est un peu vrai, mais continuons. Non, du coup, côté école d'ingé, en gros, je vais mettre un peu les écoles normales supérieures de côté, mais il y a un peu un trio de tête avec l'école polytechnique centrale, maintenant qui est fusionnée, qui est Centrale Supélec, et l'école des mines. Donc ça, école très, très, très sélective, difficile à avoir et très généraliste. Ensuite, il y a un peu un deuxième groupe dans lequel on va retrouver Centrale Lyon, on va retrouver Télécom Paris, on va retrouver les Ponts à Chaussée, on va retrouver l'ENSTA, on va retrouver Supélec. Et après, il y a du coup tout un ensemble d'autres écoles d'ingénieurs. Il y en a beaucoup qui sont à la fois soit spécialisées ou soit très généralistes. Il y a toutes les autres écoles du groupe central, toutes les écoles des mines aussi, qu'on retrouve un peu là-dedans. Donc ça, c'est un peu le paysage, je dirais, dans les grosses mailles. Bien évidemment, on pourra toujours confirmer ou infirmer ce que je viens de dire, parce que c'est en fonction des sensibilités de chacun. Après, il y a aussi les écoles normales supérieures, avec le NS Ulm qui est un peu le Graal, très très sélectif, très pointu, qui ouvre des portes plutôt sur l'académique, mais c'est techniquement une école qui est tellement réputée, tellement sélective que quand on est normalien d'Ulm, je pense qu'on peut tout faire dans la vie après. Et avec ça, du coup, ça veut dire du coup finir professeur, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, si jamais on veut faire de la recherche ou être prof ou rester dans l'académique, l'ENS c'est pas mal, même si encore une fois, il y a toujours la possibilité de faire des doctorats dans d'autres écoles d'ingénieurs qui ne pas. Mais ouais. Vas-y. Peut-être juste un truc là, parce que là, tu parles doucement. Je vois que tu parles doucement. Il faut parler français. Polytechnique, c'est le toit de l'éducation française. C'est-à-dire que Polytechnique Normale Sup Ulm, là, aujourd'hui,
avec Bilal et les autres, on connaît beaucoup de gens de quartier ou de banlieue ou de province qui ont réussi dans les études. Un mec de quartier qui a fait Polytechnique, un mec de quartier qui a fait Ulm, c'est la dernière étape qu'on n'a pas encore eue, tu vois. Grave. Et là, jusque-là, j'ai dit doucement, Polytechnique, c'est à 6 ans, si tu viens d'un quartier et que tu te dis, ouais, je veux faire Polytechnique, il faut commencer à. Je ne sais même pas si tu vas réussir à le faire. Parce que c'est vraiment un truc, t'es pas né, faut être né, avoir grandi et avoir des compétences intrinsèques qui te permettent de réussir ce truc-là. C'est pas un truc que tu peux. Enfin, là, on parle de la crème, de la crème, de la crème. Ouais, je vois ce que je tu fais veux dire. exprès d'être provocant. Ouais. Et juste pour finir, sur ton point sur les Français, parce que j'allais montrer le point, j'allais en parler. Les Français en école d'ingénieur, c'est les meilleurs, ils ont les meilleurs ingénieurs du monde. Donc, c'est-à-dire que quand tu es à Polytechnique et que tu as un ingénieur de Polytechnique ou de ces écoles-là, ou de Centrale Paris, aussi, parce que là, Nabil, il commence à j'ai vu, il m'a bloqué, là, je reçois une notification. Et, non, mais si vous voulez, moi, je parmi les meilleurs du monde. C'est parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Non, ouais, grave. Non, mais je pense que c'est important ce rappel et on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais effectivement, tu disais que les femmes étaient sous-représentées, mais les étudiants boursiers, j'ai plus forcément les stats, Nabil, mais on est à moins de 10% au sein de Centrale, Polytechnique. Centrale, c'est peut-être même 3 ou 4, non? Ouais, j'ai pas les chiffres précis. Il y avait eu quelques études qui avaient été faites, mais de manière un peu plus globale sur un périmètre des top écoles d'ingénieurs. Je crois que, ce qui était un peu problématique, c'était que les boursiers étaient sous-représentés dans les écoles d'ingé et en particulier dans les top, dans les meilleures écoles. Donc, quand on regarde un peu le panel des boursiers qui rentrent en prépa, ensuite qui intègrent une école d'ingénieur et ensuite qui intègrent une des meilleures écoles d'ingénieurs, au final, l'écart se creuse un peu en termes de représentativité par rapport au panel global. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites là-dessus. Je pense qu'on est moins avancé que ce qui peut se faire, notamment côté Sciences Po, où ils ont pas mal poussé des initiatives dans ce sens-là. Après, dans les raisons qui ont été invoquées là-dessus, quand on regarde un petit peu les études, il y avait une part de choses qui étaient, je dirais, plus de l'intrinsèque dans le sens où je dirais l'historique moyen en termes de performance académique des boursiers pour le panel était peut-être un peu moindre que le reste de la population. Après, il y avait aussi, quand on regardait un niveau égal entre un boursier et un non-boursier, les boursiers avaient, en termes de proba, un peu moins de chances de rentrer dans les top écoles. Donc, ça montre aussi qu'il y a un aspect quand même culturel et social et économique qui fait que… Ouais, si. Je suis désolé. Si je traduis, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà juste du niveau même de ces personnes-là qui peut parfois être moins élevé parce qu'elles ont moins accès aux ressources, etc. Je pense qu'il y a aussi une raison essentielle qui est faut se donner. Il faut tester, quoi. Parce que au final, si tu testes pas, c'est sûr que tu l'auras pas. Alors que si tu testes, tu as tes chances, quoi. Il faudra juste se battre pour, quoi. Ouais, vas-y. Non, effectivement, je pense que déjà en termes d'orientation, quand on regardait les boursiers, il y en a un peu moins qui s'orientent comparé aux non-boursiers, tu vois, vers ces prépas-là. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Après, je ne connais pas exactement les raisons qu'il y a derrière, mais je pense qu'il y a un côté un peu informatique, connaître les débouchés qu'il y a derrière, et aussi un peu se dire que, je pense en termes de confiance, que c'est pas parce qu'on est boursier que, tu vois, on a moins de chances à atteindre le top. Après, malgré tout, je pense que il y a tout un contexte social-économique qui fait que ça reste encore un peu difficile à performance académique égale pour ces boursiers d'atteindre. Après, dans les faits, c'est aussi les plus belles success stories, quoi. C'est les gens qui mériteraient le plus, qui réussissent. Ça a 100 fois plus de valeur que quelqu'un qui avait tout pour réussir et qui réussit. Et c'est tout ce qu'on veut. Nabil, que les premiers qui feront Polytechnique, peut-être que c'est ceux qui nous regardent aujourd'hui, tu vois. Donc on vous encourage à postuler. Ou Centrale. Et juste parce que Kenza me l'a rappelé rapidement, et coucou Kenza, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il reste, voilà, Centrale,
enfin, il y a quand même beaucoup de retard dans les écoles d'ingénieurs françaises. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une tendance mondiale à la diversité et à l'inclusion. Et donc, c'est des sujets qui vont arriver qui sont de plus en plus tendance et qui vont normalement, par la force des choses, arriver en France. Je pense que que ça arrivera, quoi. Et peut-être un dernier point, c'est que je sais que tu en parleras peut-être après, Nabil, mais tu fais une école d'ingé et après tu fais une spé souvent, ou tu fais un autre master après. Et je sais que juste quand on parlait du toit du monde, il y a le toit du toit du toit du monde, juste pour que tout le monde soit, ou que n'importe qui qui voit cette vidéo le sache, c'est X corps des mines. Ça, c'est vraiment le Saint Graal. Juste, c'est pour finir sur la boucle de l'élitisme à la française, quoi. Mais voilà. Et je pense qu'on pourra le mettre en lien en follow-up, mais il y avait un classement super intéressant qui identifiait les écoles qui plaçaient le plus de CEO au sein des 500 plus grandes entreprises du monde. Et tu avais beaucoup d'écoles françaises. Et je crois qu'effectivement, tu avais l'ENA, HEC, Polytechnique Centrale dans le top 10 mondial, top 15. Et ça prouve à quel point c'est des diplômes qui peuvent avoir un impact important. Justement, peut-être Nabil, pour enchaîner, tu nous as un peu donné les noms de certains alumni célèbres. Et du coup, on imagine que quand tu deviens aussi célèbre, la rémunération suit. Mais peut-être pour commencer, quand tu débutes un peu le salaire à la sortie, qu'est-ce que tu peux espérer? Et ensuite, si tu peux nous parler un peu de la contrepartie, les financements de la scolarité au sein des écoles d'ingé. Je sais que c'est une grosse différence par rapport aux écoles de commerce. Ouais, sur les salaires de sortie, c'est assez. Il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus, donc parce que je vais vous donner des ordres de grandeur, mais ça peut varier en fonction des études. Mais globalement, il y a, quand on regarde un peu le top classement, donc le premier cercle avec X Central 1000, on est plutôt sur des choses du type du 40, je sais pas, 47 à 55 K en salaire, en premier salaire en tout cas, incluant annuel, hein. Ouais, annuel, brut, incluant les primes. Après, il y a un peu le deuxième cercle d'école dont j'avais parlé. Ouais. Excuse-moi, Nabil, tu peux juste traduire après en mensuel net à peu près? Mais genre, grosso modo. Ça fait à peu près 4300. J'avais regardé 4300 en brut et en net 3300. Donc, en gros, un diplômé de ces top écoles peut espérer 3300 en moyenne net à la sortie. C'est bien ça, Nabil? Ouais, à peu près. Après. Okay. Ensuite, il y a un peu du coup le deuxième cercle. Là, on est plus sur je dirais, du 40, 47K ou quelque chose comme ça. Et après, je dirais un peu le troisième cercle d'école, c'est du 35 à 40K à peu près en brut annuel. Encore une fois, c'est plutôt des estimations, des ordres de grandeur que scientifiques. Je pense un point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce qui se fait dans plusieurs entreprises, c'est un peu des grilles internes aussi en fonction des écoles. Et je pense qu'il y a la même chose aussi côté école de commerce. Donc, il y a quand même une incitation à être dans les meilleures écoles de telle sorte à partir d'un point plutôt élevé aussi continuer sur une performance salariale assez élevée. Et puis évidemment, les salaires du coup augmentent avec le temps, quoi. Là, on parle juste de la sortie. Exactement. Là, c'est le salaire de sortie médian plutôt que moyen. Et du coup, si tout se passe bien, on peut avoir un salaire à 6 chiffres relativement rapidement, selon les domaines, si tout se passe bien. Ouais, après, encore une fois, là, pour le coup, ça dépend pas mal des domaines. Il y en a qui sont plus porteurs que d'autres. Là, dans les études qu'il y avait un peu en sortie d'école, les quelques domaines, si je dis pas de bêtises, dont les salaires médians étant les plus élevés, c'était tout ce qui était autour de la finance, tout ce qui était autour de l'informatique, de la data science, et tout ce qui était autour du conseil aussi. C'était un peu les débouchés qui étaient les plus porteurs en termes de rémunération salariale. Et après, encore une fois, ça c'est, je dirais, faut pas tout faire par rapport au salaire d'entrée, quoi. Mais au moins ça donne quelques ordres. Peut-être juste 2 points. En général, dans ces études-là, ce qui tire aussi les chiffres à la hausse, c'est les gens qui partent à l'étranger. Donc, pour ceux qui partent, soit notamment des destinations qui permettent d'avoir des rémunérations importantes,
les États-Unis. Je sais que les ingénieurs français sont très réputés et très appréciés du côté de la côte ouest des États-Unis et du coup, ils ont des salaires mirobolants dans les GAFA, chez les GAFA. Et de l'autre côté, il y a le Middle East aussi qui est pas mal. Middle East et Singapour où aussi ils peuvent avoir des salaires assez importants. Sachez que par exemple, quelqu'un qui fait le même métier à Paris et au Middle East peut avoir un salaire deux fois plus et demi élevé s'il va à Dubaï par exemple. Donc il peut gagner 8 000 euros, 9 000 euros par mois ou 7 000 euros par mois très très vite dans sa carrière. Donc, juste Nabil, tu confirmes bien qu'avec un diplôme, enfin un top diplôme français, tu as accès à toutes ces opportunités à l'étranger. Donc tu n'es vraiment pas limité à la France. Non, déjà, la plupart de quand on regarde le top, je sais pas, 10-15 du classement, ont des partenariats avec plein d'universités américaines, donc américaines, anglo-saxonnes, internationales. Donc déjà, je pense que ça aide déjà à marquer, à cranter ces dimensions internationales pour ensuite commencer à travailler à l'étranger. Après, les ingénieurs, pour revenir un peu sur la question de Mehdi de tout à l'heure, les ingénieurs français ont très bonne presse, de quoi qu'il arrive. À l'international, c'est aussi, je pense, c'est aussi un contributeur qui fait que, en termes de pays, la France, c'est techniquement en nombre d'habitants, c'est pas non plus incroyable comparé à d'autres pays dans le monde, mais en termes de PIB, on est dans le top 10 au niveau mondial. Donc, je pense qu'il y a un certain génie, une certaine source d'innovation qui émerge au sein de ce pays pour créer de la valeur. Donc ça colle bien. Après, pour être aussi tout à fait honnête en termes un peu, je dirais, de réputation des écoles, quand on regarde par exemple le classement de Shanghai, les écoles françaises, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, du fait de la taille et de la monodisciplinarité, restent quand même un peu limitées là-dedans. Après, il y a tout le côté, comment on fait ces classements-là. Je pense là, on est en train aussi de créer l'Université Paris-Saclay de manière globale qui regroupe tout un ensemble d'écoles et d'universités pour remonter dans les classements. Mais je pense quand vous êtes dans le monde et que vous dites j'ai fait Central ou j'ai fait Cambridge, je pense que Cambridge sera beaucoup plus, on reconnaîtra plus Cambridge que Central. Mais je pense, effectivement, donc peut-être qu'il y a, en termes de visibilité, une visibilité moindre, mais en tout cas, auprès des employeurs, la plupart du temps, ils sont conscients de la valeur et c'est pour ça que les salaires sont élevés. Donc, je pense que le message, c'est les meilleures écoles d'ingé françaises sont vraiment top, que ce soit en France et à l'étranger. Et on va essayer d'aller un peu plus vite là sur les autres questions. Et Nabil, je te propose peut-être de nous parler un peu du pendant des salaires à la sortie. Les financements et les frais de scolarité. Et du coup, c'est quoi le coût d'une scolarité en termes de frais de scolarité au sein des écoles d'ingé? Et si tu peux nous parler de la spécificité de Polytechnique, notamment. Écoute, la plupart des écoles d'ingé sont publiques, ce qui est différent par rapport aux écoles de commerce, ce qui fait que les frais d'inscription on est soit sur ils sont généralement très très bas. Je pense qu'on est de l'ordre de grandeur de quelques centaines d'euros par an. Et très différent comparé aux écoles d'ingénieurs où malheureusement certains doivent prendre des emprunts pour pouvoir se financer et aller étudier. Il y a quelques écoles privées, je sais que le STP, je crois qu'ils sont privés et les frais d'inscription là, pour ces écoles-là, je pense qu'on est plus aux alentours de 5 000 euros par an. Enfin, c'est un peu l'ordre de grandeur que j'avais en tête. Mais bon, globalement, en vrai, c'est super agréable parce que là, vive la France aussi pour ça, comme d'aller étudier sans devoir payer très peu. C'est juste incroyable dans le contexte international. Après, pour Polytechnique étant donné le statut militaire, les polytechniciens ont une solde, donc ils ont une solde, c'est une rémunération par mois qui techniquement leur permet de vivre, mais plus que ça. Après, il y a eu pas mal de débats sur, il fut un temps, c'était une solde qui était versée, et ensuite les polytechniciens devaient s'engager à travailler dans les corps d'État pendant X années c'est un peu le pendant de cette solde-là. Dans les faits, il y avait plein de polytechniciens qui ne faisaient pas de corps d'État ou qui ne s'engageaient pas dans le public par la suite et ne remboursaient pas la solde.
Il y a une certaine flexibilité là-dessus et je crois que dernièrement, ils sont revenus un peu sur ça pour être un tout petit peu plus contraignant. Mais pour être tout à fait honnête, je n'ai pas suivi les dernières annonces là-dessus. Donc, je ne sais plus si maintenant on doit rentrer à la salle. Non, mais t'inquiète. Non, mais t'inquiète. Mais en gros, le message, du coup, c'est les frais de scolarité sont ultra faibles. Donc, si on compare, c'est un salaire quasiment équivalent aux écoles de commerce, sans le coût de la scolarité. Et je pense que c'est le gros message à retenir là-dessus. Et du coup, Nabil, si on… Et peut-être, Bilal, une petite précision, 10 secondes. Polytechnique, donc on est fonctionnaire de l'État, c'est bien ça? Enfin, on a une solde. Et je crois que c'est la même chose à l'ENA. Et pareil, il y a le même système, tu dois un certain nombre d'années. Et ensuite, sinon, tu pantoufles. On dit que tu pantoufles. C'est-à-dire que tu vas dans le privé et du coup, tu vas devoir normalement rembourser l'argent que tu as touché. Ouais, et une solde, du coup, juste pour clarifier, c'est un salaire que tu es payé Un même salaire. en étant étudiant. Ouais, c'est ça. C'est ça, top. Et du coup, Nabil, toi, qu'est-ce qui t'a attiré au sein vers les écoles d'ingénieurs? Écoute, moi, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a le côté, ça ouvre des portes partout. En vrai, les débouchés, comme j'ai dit, c'est très, très variable et du coup, ça aide aussi à pas non plus se mettre une pression de fou à 18 ans quand on doit faire un choix de vie pour la suite. Il y a l'aspect aussi, comme je l'avais dit un peu en termes de compétences, de choses les choses qu'on étudie. Enfin, moi, j'étais très maths et physique, donc ça me plaisait bien d'en refaire en prépa encore plus de manière intense et d'ouvrir sur d'autres sciences de l'ingénieur par la suite. Après, je pense qu'il y a aussi comme vous le disiez, il y a un petit côté voie royale aussi à faire une école d'ingénieur. Enfin, il y a au-delà du fait que ça ouvre des portes dans plein de domaines différents. Enfin, je sais pas, quand tu as envie de performer, tu commences à regarder un peu ce qui se fait dans le privé, comment on fait pour être PDG quelque part. Et après, un truc tout simple, mais moi, je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais regardé les études des patrons du CAC 40. Donc, CAC 40, les 40 plus grosses boîtes françaises, du coup. Et au final, tu as, dans les stats là, actuelles, tu dois avoir 60% d'entre eux qui ont fait soit une école d'ingé ou une école de commerce. École d'ingé, c'est, je crois, 40%. Et école de commerce, c'est 20%. Quoi. Et après, c'est un peu plus réparti sur plein de choses. Et au sein des écoles d'ingé, au final, on retrouve Polytechnique, Centrale, Mines et les ponts, un petit peu. Donc, c'est vraiment le top. Quoi. Et du coup, quand on a ça en tête, on se dit, OK, imagine si ton ambition, c'est d'être du coup DG d'une grande boîte, quoi. Avec le système actuel, tu dis, bon, je préférerais prendre plutôt certaines études que d'autres. En vrai, c'est top, mais je pense que ça montre aussi les limites du système français là-dessus. Ouais, c'est notre réflexion plus globale. Top. Du coup, moi, là, je suis convaincu que les écoles d'ingé sont top. Et admettons que je veux vraiment en intégrer une. Si tu peux nous décrire un peu, c'est quoi les voies d'admission et ce que tu as emprunté? Ouais. Écoute, il y a plusieurs voies. Il y a quelques écoles qui sont en post-bac. Du coup, c'est plutôt sur dossier. Mais la majorité, c'est plutôt en bac plus 2. Du coup, c'est sur concours. Et la voie un peu classique, c'est de faire 2 ou 3 ans de prépa et ensuite de rentrer par concours dans ces écoles-là. Vis-à-vis de la prépa, il y a plusieurs choix qui s'offrent. Il y a une prépa MP, donc maths physique. Il y a une prépa PC, physique chimie. Une prépa psy, physique et sciences de l'ingénieur, et aussi PT, qui est physique technologie. Et en gros, les 3 premières sont vraiment les 3 grosses là-dessus. Le choix se fait plutôt, je dirais, par affinité avec les domaines. Donc, si on est plutôt maths physique, on va plutôt s'orienter sur du MP. Et si on est plutôt physique chimie, on va plutôt faire du PC. C'est un certain candidat qui optimise un peu à la marge en fonction des places offertes dans les concours et de la compétitivité de certaines de ces filières. Donc voilà. Et concrètement, c'est première année, ça s'appelle la SUP, donc le fameux maths sup, quoi. Et ensuite, on passe en deuxième année, qui est l'aspect, le fameux maths P pour les MP. Sur cette deuxième année, il faut savoir qu'il y a un peu un système d'étoiles. Vous entendrez parler de MP étoile, même dans certains lycées, MP double étoile. Globalement, c'est une sélection qui se fait à la fin de la première année et les meilleurs vont dans les classes étoilées. Et du coup, le reste va dans une classe non étoilée. Ce que ça change dans les faits, c'est que
les concours préparés pendant l'année sont un peu différents. Donc, on va plutôt préparer les top concours dans les classes étoilées que les autres. Et aussi, je pense que c'est le côté émulation, vu que les gens sont un peu plus forts en classe étoilée. Donc, ça aide aussi à aller plus loin. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect prépa qui est le chemin classique. Après, il y a aussi un autre aspect, on peut rentrer par l'université en étant admis sur titre. Là-dessus, il y a, je pense que c'est une bonne chose à savoir parce que potentiellement, ce qui se dit, c'est peut-être un poil moins la compète en regardant les chiffres de candidature ou je dirais les notes au bac moyenne des AST comparées aux personnes qui intègrent. Je trouve que c'est bien, surtout si on est fort dans une matière spécifique, quoi. Quand on est fort en physique et pas très bon en maths, je pense de faire l'université en physique et ensuite de reboucler en école d'ingénieur. Je pense que c'est très intéressant dans ce sens-là. Après, ça se paye aussi dans le sens où en école d'ingénieur, vu qu'on est sur des profils assez généralistes, il faudra aussi rattraper un peu le côté, par exemple, le maths là-dessus. Mais je dirais très bon. Moi, j'ai pas mal de potes AST qui ont très satisfait de ce move-là. Et en vrai, je sais pas, moi, je le connaissais pas à l'époque, quoi. Mais ça aurait été peut-être un truc que j'aurais considéré. Ok. Je crois que certains d'entre vous le sont, non? Ouais, moi je suis l'AST, donc je suis le. Comment il nous appelle il trouvait ça un peu marrant, il disait ah, vous êtes les admis sans travailler. Les gars. À la place des admis sur titre. Mais c'est très important ce que tu dis, Nabil, parce que des fois, on se réveille un peu plus tard parce qu'on n'avait pas l'information. Et AST, je sais que les licences de maths, de physique ou de chimie peuvent ouvrir pas mal de portes, notamment les licences de maths. Et comme tu l'as dit, quand tu es fort dans une matière, bah c'est bien parce que si tu es vraiment fort en maths et que tu es dans une bonne fac de maths type Jussieu, ou je connais surtout celle de Jussieu Paris 6 à Paris, bah, je sais que chaque année, le major de Jussieu, je sais je pense, soit il va à Polytechnique, soit il va à Centrale à la fin de sa licence, quoi. Donc, et en fait, il y avait une dizaine de places au début. Là, je crois qu'il y en a 20 à Polytechnique. À chaque fois, il y a un certain nombre de places. Et d'année en année, le nombre de places pour les admis sur titre est en train de grandir et en train de s'accroître. Donc, vraiment, encore une fois, si vous êtes à la fac et que vous voulez faire une de ces écoles-là, n'hésitez pas à le faire. Et si vous ne vous sentez pas de faire une prépa, parce que c'est aussi possible de ne pas se sentir d'être une prépa, mieux vaut être major de sa promo à la fac que. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, ouais. Ce qui n'est pas facile que 74e dans sa prépa. L'important, c'est de bien finir aussi, comme on le dit. Il y a beaucoup de gens qui commencent en prépa, ils vont en prépa, et après, ils se cassent les dents et ils finissent à Pétaouchnok. Alors que s'ils avaient fait le choix de la licence, il y aurait peut-être eu une meilleure école. Bon, on va pas les gars, on va pas réagir aux attaques adressées à la prépa. Ça va être une autre discussion. On va prendre ça. Je rigole. C'est un point important. Il n'y a pas que la prépa, il y a plein d'autres voies intéressantes. Et Nabil, je te propose, ça fait déjà donc 43 minutes, on va essayer de passer un peu plus vite sur les autres questions. Et je pense une qui est importante, c'est un peu ton retour d'expérience par rapport à Centrale Paris et ce que tu as le plus apprécié durant ta scolarité. Yes. Non, écoute, très très belle expérience en gros, mais je dirais à la fois sur le point de vue académique, parce que pour le coup là on touche vraiment des sciences qui sont très appliquées et très diverses. Donc pas mal d'enrichissement quand même sur le point de vue intellectuel là-dessus. Après aussi beaucoup d'enrichissement côté vie de campus, vie associative et surtout amicale. Enfin moi les très bons amis que je me suis fait, avec qui je reste maintenant, c'est ceux que je me suis fait aussi à Centrale. Après, faut aussi un peu démystifier le côté quand on arrive en école d'ingé, c'est fini, on arrête de travailler, quoi. Dans les faits, je pense qu'il y a beaucoup moins de pression que quand on était en prépa parce qu'on fait de la barrière. Et au pire, c'est des rattrapages à faire, quoi. Mais c'est pas si on veut être serein et pas être en rattrapage, et si on veut ensuite viser certains doubles diplômes, je pense qu'il faut quand même rester un minimum sérieux, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai essayé de…
Au début, pour être tout à fait honnête, je sais pas, les 6 premières semaines, j'étais en mode vraiment tranquille, quoi, en me disant, parce que tout le monde me disait, en école d'ingé, t'as plus besoin de travailler. Et du coup, je me souviens que en gros, le sac que j'avais le jour N était égal au sac du jour N-1. Donc, je ne le voyais clairement pas, tu vois, quand j'allais chez moi. Et après, je pense que le premier partiel m'avait fait mal, tu vois. Et c'est là où j'ai compris que, ah ouais, ok. C'est pas des lol. Exactement. Exactement. Je veux dire que c'est pas comme en école de commerce. Ouais. Mais justement, peut-être, Nabil, là-dessus, je sais que tu es particulièrement humble sur cet aspect-là, mais je sais que tu m'avais partagé un peu ton classement à Centrale. Et je pense, voilà, pour l'audience, donc Nabil a été classé 5e, je crois, sur une promo d'environ 500 étudiants. Donc déjà, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Costaud. Franchement solide. Et du coup, si tu peux nous décrire rapidement le rôle de ce classement et ton expérience à Cambridge qui est liée à ça apparemment. Ouais, côté classement, faut pas y. Moi, de mon côté, c'était pas un objectif en soi. Donc, je pense que ça s'est plus fait dans la nature des choses. D'ailleurs, tu connais juste en début de deuxième année, ton classement de première année, cette fois. Après, là où ça joue plutôt sur les doubles diplômes. Donc, les doubles diplômes les plus prisés, c'est les doubles diplômes anglo-saxons. Donc, pour pouvoir y aller, il y a déjà une présélection, pardonnez-moi, côté central. Et du coup, mieux tu es classé, plus tu as de chance d'avoir l'autorisation d'aller soit en Angleterre ou soit aux États-Unis. Pour moi, du coup, ça a été le cas. C'est aussi grâce à ça que tu vois, j'avais pu aller à Cambridge après Central en diplôme, quoi. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, je n'ai pas les stats en tête, mais Cambridge, c'est l'une des meilleures universités du monde, le top 2 ou 3 au Royaume-Uni. Et vraiment, ce n'est pas n'importe quoi. Et du coup, franchement, ce qui est top, du coup, c'est que tu as fait un double diplôme. Peut-être 2 questions là-dessus. Le premier, c'est sur le financement. Est-ce qu'il a fallu payer les frais de scolarité de Cambridge? Et ensuite, ce que tu as retenu de cette expérience, Nabil? Ouais. Côté financement, déjà, le fonctionnement d'un double diplôme, c'est que ça te permet dans le cadre central, de gagner un peu une année. Donc, techniquement, moi, j'ai pas fait les 3 ans de centrale, puis ensuite le master à Cambridge. Donc, moi, j'ai fait 2 années à centrale et directement mon master à Cambridge. Et j'avais, du coup, le diplôme de centrale et le diplôme de Cambridge. Wow. Donc, c'est un peu ça, le concept des partenariats des doubles diplômes. Quand tu le fais, tu dois quand même payer les frais de scolarité de l'université de Cambridge, moi, je m'étais orienté sur ça parce qu'ils sont élevés, mais moins qu'aux États-Unis. Et du coup, il y a plusieurs organismes qui aident un peu sur ce processus de frais de scolarité en offrant différentes bourses. Moi, j'avais eu la chance, j'avais eu la bourse du Rotary Club de Reims. Et en vrai, c'était une bourse qui était super élevée. C'était à l'époque l'équivalent de 27 000 $. Et en vrai, ça a facilité mon accès à Cambridge qui n'aurait pas été possible, je pense, sans ça. Donc, il y a pas mal d'aides il y a quelques aides qui existent là-dessus, pardonnez-moi. C'est pas non plus garanti qu'on les ait, c'est un peu sélectif. Il y a aussi l'organisme, c'était quoi, le Fulbright, je crois, pour les États-Unis qui offre à peu près 50 000 $, quelque chose comme ça. Mais aussi assez sélective pour l'avoir. Ok, trop cool. Et côté expérience de Cambridge, écoute, moi, en vrai, une des plus belles années de ma vie, c'était 1 an, j'étais dans un master qui était, on était 40, il y avait 25 nationalités différentes, donc super international. Des gens super divers. Le truc de Cambridge qui est fou au niveau, je dirais, master, PhD, c'est tu prends n'importe qui, tu lui parles, il a une backstory de l'espace, quoi. Tu vois, il a fait des choses de fou, il travaille sur des choses super intéressantes. Et ce qui change pas mal, je dirais, un peu d'école de commerce ou d'ingénieur, où on a juste un type de profil, quoi. Et donc, je peux parler à un gars qui est en train de faire un PhD en médecine, en infectiologie. Là, il parle de ce qui. Après, tu parles à une autre personne qui est spécialiste de la littérature anglaise du 19e siècle. Enfin, c'est juste impressionnant. Et après, tu as le côté aussi, la petite bulle, je dirais, historique Cambridge qui fait que tu as toute l'ambiance où tu mets ta petite cape à la Harry Potter pour aller dîner. Tu vois, c'est un
c'est une des universités qui a le plus de prix Nobel au monde. Je crois qu'ils en ont 85 ou quelque chose comme ça. Il y avait Isaac Newton qui est passé par là. Et du coup, quand tu marches là-dedans, tu sens le poids de l'histoire et ça, même si t'as un bon background, tu restes quand même un peu impressionné, quoi. Mais bon, en bref, juste, je pense qu'il faut le vivre pour le sentir. Et non, moi, une des meilleures années de ma vie. Et franchement, je recommande à tous ceux qui ont l'opportunité de le faire, de le faire. Après ton passage à Casablanca, abuse pas. Nabil, peut-être si tu veux laisser l'audience avec un dernier message, un dernier conseil, et ensuite Nassim va clôturer le live. Ok, une grosse pression, Nassim, pour clôturer la ça. Non, écoutez. Willy, vous êtes. On vit avec. Non, je pense qu'il y a quelques points un peu à garder en tête. C'est, comme je l'ai dit, un peu avec le système actuel. En France, bon investissement, c'est de faire une école d'ingé ou une école de commerce quand on est débouché. Premier point. Deuxième point, c'est, je pense, faites ce que vous voulez, faites surtout ce que vous aimez. Et je pense que le plus important, c'est d'être le meilleur dans son art, quoi. Et c'est ça qui, au final, fera que vous vous sentiez bien et que vous réussirez par la suite dans la vie. Et après, le troisième point aussi, c'est, je pense, faut un peu démystifier le côté de, vous entendrez souvent des gens, que ce soit en prépa ou autres, qui diront « moi, j'ai réussi la prépa sans travailler, moi, la science sortait de mes doigts, quoi ». En vrai, c'est quand même pas mal de boulot, même pour les gens les plus talentueux, ça travaille beaucoup. Ces gens-là, moi, je leur rappelle souvent que Einstein, quand il a sorti sa théorie de la relativité générale, il a mis 8 ans à la sortir et il était exténué en termes de fatigue et de travail. Donc, même si vous vous sentez plus smart que Einstein, essayez de ne pas travailler, mais beaucoup de boulot, en tout cas, pour y arriver, quoi. Et il ne faut pas que ça fasse peur. Et je pense que le travail, ça passe beaucoup mieux quand on travaille sur des choses qui nous plaisent, quoi. Donc, voilà. De manière assez humble, pas de conseil de vie, mais on essaie, quoi. Trop cool. Merci. Merci Nabil, cet exemple. Mais ouais, dur de conclure un live aussi enrichissant. Merci beaucoup Nabil pour tout ce que tu as partagé. Et merci pour tous ces rappels et cette humilité, ce qui te caractérise et qui fait de toi cette grande personne que tu es. Trois choses. La première, c'est, rappelez-vous, Parcoursup le 11 mars. Donc, on est le 7 mars. Il reste quelques jours. N'hésitez pas donc les lycéens, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Prenez même juste 1 ou 2 heures et regardez le maximum de live que vous pouvez. Deuxième chose, on a besoin de vous tous, même si vous n'êtes pas lycéen ou même si vous n'allez pas rentrer vos choix d'études supérieures dans Parcoursup, de partager. Et n'oubliez pas que votre partage peut changer la vie d'un jeune. Si vous connaissez des lycéens ou des personnes qui vont remplir Parcoursup, n'hésitez pas à envoyer à eux. Vous pouvez envoyer à leurs parents, vous pouvez envoyer à leurs frères ou aux sœurs. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire passer le message, puisque c'est juste des informations qui peuvent changer des vies. Ça l'a déjà fait dans le passé et ça continuera à le faire dans le futur. Et le dernier point, c'est juste, je pense qu'on ne l'a pas fait assez, mais merci à tous pour vos likes, pour votre support. Et je voulais juste en profiter pour vous dire vraiment du fond du cœur merci, parce que sans vous, on n'est rien et que l'information, en fait, elle ne se propage pas toute seule, elle se propage grâce à vous. Et l'objectif, c'est juste de faire passer les bons messages et la bonne information. Et voilà. Donc, merci à tous. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par Ganta en tout cas. Exactement, et on vous redirigera vers cette formidable personne qu'est Nabil. Merci beaucoup. Bon week-end, bonne fin de week-end. Salut tout le monde.